Le SP500, tout le monde est dedans. Le retail, les instits, les fonds spéculatifs. Donc tout le monde a les mêmes niveaux. C'est exactement ça. C'est tellement volumineux comme marché que... Donc l'analyse technique graphique fonctionne extrêmement bien à l'inverse de ce qu'on peut voir. Typiquement là, si vous écoutez ce podcast dans quelques jours, vous regardez la période actuelle sur l'SP500, l'ancienne résistance d'il y a quelques semaines devient un support depuis 3 semaines et ça touche, ça zone de polarité dessus. Ouais. Donc c'est pas un hasard, c'est pas un hasard, c'est le marché à 15 reprises d'affilée sur 3 semaines. Bien chez le niveau, c'est tout le monde à le même niveau à l'écran, les algos, les gérants, le retail. Ça fait 10 ans que je suis chez IG, ça fait 10 ans que j'entends ça. Les institutionnels vont chercher les stops, le broker va chercher les stops, parce que parfois ça s'étend aussi à ça. Malgré des années d'expérience, pourtant, d'analyse, moi j'ai sous-estimé à plusieurs reprises ces derniers temps la puissance des valeurs technologiques. Il y a toujours une nouvelle méthode. Donc à un moment il y avait le price action, maintenant c'est le smart money concept, à un moment c'était Ishimoku qui était très tendance. Voilà, il y a toujours une méthode super, dernier cri, très moderne. Et en fait c'est un peu comme la mode et c'est complètement un effet de mode. Et très souvent dans ces boîtes HFT, donc High Frequency Trading, les profils des gens qui bossent là-dedans, c'est du matheux pur, c'est de la programmation pure, c'est de l'algorithme pur, et c'est plus le trader à l'ancienne ou autre, c'est que de la programmation, et la vitesse du signal est capitale, donc c'est parfois des investissements incroyablement chers pour avoir la data quelques millisecondes avant le voisin qui sera un peu plus loin, ou dans le matériel sera un peu moins puissant, donc ça se joue là-dessus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle fois un nouveau podcast. Ici, je suis à Paris avec Maëva Chazal, directrice commerciale du groupe IG France, de la société IG France, et Alexandre Baradès, que vous connaissez, vous l'avez vu potentiellement sur BFM Business, TV Finance et d'autres médias. Donc, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour un podcast qui va durer peut-être 1 heure, peut-être un peu plus, un peu moins, selon les différents sujets qu'on va traiter. Aujourd'hui, on va parler essentiellement d'analyse fondamentale, évidemment de trading, de bourse, d'investissement dynamique. Donc, si vous avez des questions à l'issue de ce podcast, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Avant de commencer et de laisser la parole à Maëva et à Alexandre, je voudrais simplement vous remercier. On a passé la barre des 25 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et donc, grâce à cette audience qui grimpe, on peut faire du coup des podcasts avec des personnes de cette industrie d'une grande qualité. Donc, je vais laisser peut-être Maëva Chazal, que vous connaissez déjà sur la chaîne YouTube, se présenter rapidement et aussi présenter, si tu le peux, le groupe IG, les services que vous proposez. Je pense que ça peut être intéressant. Bien sûr. Bonjour Faustin, bonjour à tous. Donc, je suis Maëva Chazal, directrice commerciale chez IG, et ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les clients. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, de voir comment on peut aider les particuliers à investir sur le marché de manière sûre et en même temps en autonomie. Alors, au niveau des produits et de la plateforme IG, c'est vrai qu'on a une chance parce qu'on est vraiment à la pointe de la technologie. Donc, on va vous proposer des applications bien sûr disponibles sur web, des applications mobiles également qui sont extrêmement complètes, avec toute une palette de produits, parce qu'on aura du CFD, mais pas que. On a aussi du produit listé. Donc l'idée, c'est de se dire qu'en plus, avec 17 000 valeurs sur les outils IG, on a vraiment une chaussure pour chaque pied. Et en fait, n'importe quel particulier peut se lancer chez nous avec toutes sortes de budgets. Ça peut commencer de 1 000 € et aller vers des comptes beaucoup plus fournis. On a également des entrepreneurs qui investissent chez nous, des comptes sociétés. Voilà, donc il y a vraiment une offre très étoffée qui s'adapte à chacun. Ok, super intéressant. Et aussi, IG est un groupe coté en bourse. Exactement. On existe depuis 50 ans à l'international. Ça, c'est vraiment un plus. Et en Suisse, d'ailleurs, petite parenthèse aussi, IG est une banque, une licence bancaire. J'aime bien le rappeler. Alors Alexandre, est-ce que tu peux te présenter à ton tour, même si aussi je pense que l'audience te connaît. Bonjour Faustin, bonjour Maëva, c'est vrai que merci pour l'invitation déjà pour ce podcast. Alors moi je suis Alexandre Baradès, je suis chez IG depuis quasiment comme Maëva depuis 11 ans maintenant, responsable des analyses de marché, donc ça inclut l'analyse fondamentale, l'analyse technique, ça inclut la rédaction de notes de marché quand il y a des événements, quand il y a des configurations spécifiques à analyser. C'est un job qui est vraiment intéressant parce qu'il est multifacette. Il y a à la fois du travail d'analyse, de rédaction, la partie média aussi qui est assez importante, que ce soit la partie télé, la partie radio aussi, la partie web, interview de différents médias financiers, et la partie réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire que beaucoup d'aujourd'hui de traders cherchent l'info sur les réseaux, Twitter, canal donc X désormais, canal très souvent privilégié pour une info la plus rapide possible, des vidéos aussi, donc des vidéos
de formation. Alors c'est moins de la formation que des vidéos d'analyse tous les jours. On fait ça tous les jours où on analyse le contexte, macro, micro, l'actu, les patterns graphiques intéressants pour la journée. Voilà, donc j'ai ce job comme ça qui est assez intéressant. On rencontre aussi certains clients, on fait des conférences. Donc voilà, c'est un job qui est prenant, mais qui est intéressant parce qu'on touche absolument à tous les marchés aussi. Maëva le disait, on a 17 000 produits chez IG, donc les taux, les matières premières, les devises, les indices. Donc on a une vision à 360 et on ne peut pas ne pas faire attention à certains marchés. Typiquement les taux en ce moment, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il y a toujours des points chauds comme ça à analyser et expliquer aux clients, surtout ça un rôle de pédagogie, expliquer aux clients. C'est ce que j'allais dire. Regarder, c'est ça qui est très important dans le rôle d'Alexandre pour moi côté client, c'est le fait qu'il va pouvoir vulgariser et expliquer le fonctionnement de l'économie et quelles peuvent être les conséquences d'une annonce de chiffres. Parce qu'en fait, ça, tout le monde entend l'information. Mais savoir comment l'interpréter et savoir ce que ça veut dire, c'est ce qui est complexe. Donc c'est en ça que Alexandre aide énormément les clients. Et justement, les particuliers, ils ont peur lorsqu'on parle justement des chiffres, que ce soit sur l'inflation, sur les taux. Et si on regarde le calendrier économique, d'ailleurs, qui est disponible sur IG, on voit qu'il y a énormément de chiffres. Et c'est vrai qu'un particulier qui va se lancer en trading, et on a beaucoup de particuliers aussi sur la chaîne YouTube, ils sont un peu perdus par rapport à ça. Donc, ce qui serait top, ça serait de pouvoir expliquer simplement quels sont les gros chiffres, les grosses news et comment justement les interpréter. Mais avant ça, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, comment toi, tu as fait pour intégrer un gros courtier ? Quel est un peu ton parcours avant IG? Maëva, on le sait déjà sur les autres podcasts. Alors j'ai un parcours assez classique. J'ai fait un bac scientifique, école de commerce ensuite après bac. J'ai voulu travailler assez rapidement, j'ai pas fait de spécialisation, je l'ai fait dans le cadre de l'école de commerce, mais pas de master derrière. Et j'ai pas eu trop de chance dans la mesure où je suis sorti de l'école de commerce en 2002-2003, qui était la période post-éclatement de la bulle Internet, donc l'économie au ralenti, il y avait un chômage à l'époque qui était un peu plus élevé nettement plus élevé que maintenant. Donc j'ai eu un parcours au début bancaire classique. Je suis rentré chez BNP, ensuite j'ai évolué chez une banque qui s'appelle Robeco, qui était rachetée ensuite par Odo. Donc au début c'était une fonction très presque patrimoniale, d'expliquer aux clients les choses fiscales, des assurances-vie, les PEA, des choses comme ça. Mais j'avais déjà un vrai intérêt pour la bourse depuis plusieurs années. Et quand les gros brokers, alors que ce soit américains, britanniques ou parfois européens, ont commencé à s'installer vraiment en France, que les premiers agréments ont été délivrés par l'AMF, ACPR ou autres, je suis rentré chez l'un d'entre eux. Donc ça a duré, c'était un broker danois, ça a duré à peu près 3 ans. Et ensuite, IG, qui était le plus gros, plus sérieux aussi, installé en France, et là chez eux donc depuis 11 ans. Donc j'ai eu un parcours comme ça très d'abord bancaire et puis ensuite très spécialisé sur la partie marché, sachant aussi que la partie analyse ou autre, elle le vient moins par enseignement théorique que par la pratique en fait. C'est en observant les graphiques, les cours, en écoutant les news, pourquoi le marché a réagi à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait qu'il a bougé, pourquoi. En fait, on est obligé après d'avoir un regard à peu près sur tout ce qui se passe, la politique, la géopolitique, la macro, les banques centrales ou autres. Et à partir de ça, on sait ce qui fait bouger le marché, on analyse ça en profondeur et on le mâche pour le délivrer aux clients, leur donner un message audible et facilement compréhensible. Oui, donc ton expertise, tu l'as eu beaucoup, parce que ça fait un bout de temps du coup que tu travailles pour des courtiers, et donc tous les jours, tu en apprends, et effectivement, c'est en étant sur les marchés, en pratiquant, qu'on devient bon, que ce soit en trading ou en l'occurrence en analyse fondamentale. Oui. Sur ton parcours universitaire, au final, c'était assez léger cet aspect-là, j'imagine, par rapport à ce que tu fais, qui est ultra technique. Complètement, si on devait résumer, je pense que 90% de la pratique qu'on a aujourd'hui, elle vient de l'apprentissage au fil des années. Par exemple, on observe l'école de commerce, on va faire un peu de marketing, on va faire du commerce international. Et puis le contexte économique change tellement que tu te dis, en fait, parfois, si tu te bases sur quelque chose de passé, c'est pas forcément équivalent en termes de dynamique. Donc effectivement, il faut s'adapter régulièrement. Oui, et puis il y a les outils aussi, les instruments qui changent, les flux d'infos qui changent, les outils disponibles qui changent. Il y a 20 ans, le trading, c'était pas le trading d'aujourd'hui, les plateformes sont plus, ça Maëva on parlera mieux que moi, mais la technologie a su évoluer. Donc ça, c'est pas des choses qu'on apprend de manière théorique. Voilà, la théorie, on apprend c'est quoi le marché monétaire, c'est quoi le marché obligataire, c'est quoi le marché action. Voilà, ça start à peu près à ça. Et après, les gros mécanismes de réaction, les corrélations, etc. Ça, c'est vraiment par l'observation et nos clients. Ça Maëva peut en parler. Mais les clients, c'est ça aussi, qui veulent d'eux-mêmes apprendre et pouvoir prendre leurs décisions de manière autonome de trading. Ouais, tout à fait. Et justement, du coup, Maëva, comment font les clients pour avoir les informations d'Alexandre? C'est-à-dire qu'il est sur les réseaux, etc. Mais est-ce que sur votre plateforme, il y a une solution pour voir directement petit peu l'avis et les conseils? Il y a plusieurs choses. Déjà, on reviendra tout à l'heure en détail, mais il y a le calendrier économique qui est accessible sur les graphiques. Pour avoir vraiment la partie d'Alexandre, il y a plusieurs choses. Donc déjà, on peut le suivre sur X,
où il y a pas mal de l'équivalent de dépêches en quelque sorte, Ouais, sur lesquelles on a les infos vraiment au moment où ça vient d'être publié, donc c'est super pour avoir l'info en temps réel. Également, toutes les émissions quotidiennes sont diffusées sur la plateforme et sont accessibles en live. Et puis également, notifications sur les mobiles qui sont écrites par Alexandre, où au moment où il va y avoir une activité, une news très spécifique sur un titre ou alors une variation très forte, on va pouvoir recevoir une notification push directement sur l'application, ce qui permet en temps réel d'être informé de ce qui se passe sur le marché. Donc ça, c'est une nouveauté. En plus, ça fait 2-3 mois. Oui. Et c'est génial parce qu'on a vraiment de la news sur le titre qui est disponible chez IG et on sait exactement ce qui se passe. Ok. Ouais, donc ça, c'est uniquement pour les clients, j'imagine. Exactement. Ok, très bien. Parfait, donc une sacrée valeur ajoutée. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. L'introduction a été faite. On en sait plus sur Alexandre et aussi sur Maëva. Alors, c'est quoi l'analyse Fonda, si tu devais l'expliquer de manière la plus simple possible et du coup, peut-être comparer ça avec l'analyse technique, peut-être dans un premier temps. Alors, c'est vrai que le trader doit voir le marché de la manière suivante. Il y a 2 gros types d'analyse. L'analyse technique d'un côté, donc tout ce qui est graphique, toutes les informations que nous donne le graphique, le graphique qui représente la psychologie des investisseurs, et puis le gros bloc analyse fondamentale. Et dans ce gros bloc analyse fondamentale, on peut distinguer 2 choses. Il y a la partie macroéconomie, c'est-à-dire tout ce qui va être chiffres ou actions de banque centrale, par exemple sur les taux, un chiffre qui sera publié sur la production industrielle, les ventes détail. Voilà, ça c'est la macro. Et puis ensuite la partie fondamentale, mais micro, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux entreprises, résultats d'entreprise, des opérations d'acquisition, des chiffres de croissance, des résultats, voilà, des actus sectoriels. Donc l'analyse fondamentale, c'est ça. Et les deux vont très très souvent ensemble. Il y a toujours un rôle quand tu as un marché qui accélère. Parfois, il y a des conséquences, c'est la conséquence d'un pattern technique, mais qui peut être déclenché, ou très souvent qui va être déclenché par une déclaration, par exemple, de banquier central, ou par un chiffre qui est très attendu, qui permet à une figure d'accélérer, ou au contraire de casser la baisse. Donc les deux fonctionnent très bien ensemble, mais l'analyse fondamentale, voilà, c'est l'analyse de tout ce qui n'est pas lié au cours, au graphique. C'est l'environnement dans lequel les marchés évoluent. Voilà, c'est ça l'analyse fondamentale. Ça peut être aussi un peu de politique. On le voit très clairement en France, là, en cette fin de début du 3e trimestre. L'actu est très chargée, politique. Et ça rentre aussi du coup dans le contexte un peu macro. La politique fait aussi un peu partie de la macro et ça influence les marchés. Ok, super intéressant. Et toi et Maëva, dans les clients que tu suis, ils sont plutôt analyse technique dans le trading ou analyse fonda? Pour revenir sur ce que disait Alexandre, déjà, au niveau de l'analyse technique, on a toute l'information qui est contenue dans le prix. Donc l'idée de l'analyse fondamentale, c'est de comprendre justement quand il y a ces variations qu'on voit sur le graphique, comme l'expliquait Alexandre, eh bien à quoi elles sont dues. Et c'est vraiment ça qui va être intéressant aux clients à prendre en main et sur quoi ils vont avoir besoin de progresser, c'est de comprendre d'où viennent ces variations. Pour les clients, ensuite, l'analyse fondamentale, de prime abord, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce côté économie. Parfois, c'est effrayant. On se dit, voilà, c'est hyper complexe. Il y a des économistes qui travaillent là-dessus. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Donc, en fait, le fait de rentrer dans cette analyse, d'abord par l'analyse technique, et au fur et à mesure, en se faisant l'œil, en allant consulter des contenus, commencer à comprendre, eh bien, derrière, quelles sont les mécaniques qui opèrent, c'est hyper important. Mais généralement, les clients commencent par l'analyse technique, une analyse technique qui parfois forcément est un peu bancale. On va avoir tendance à mettre énormément de graphiques, d'indicateurs sur son graphique parce que c'est rassurant. Ouais. Et c'est vrai que ça manque un peu de clarté. Mais on se dit, c'est des outils qui sont à ma portée, donc je vais les utiliser. Et en fait, tout le travail, ça va être ensuite de bien les utiliser, de comprendre pourquoi on les utilise et d'adapter les outils à ses besoins. Parce que tout le monde ne traite pas de la même façon. Il y a des gens qui vont trader en scalping à la journée, des personnes au contraire qui vont vouloir rester en position 3-5 jours, plusieurs personnes pendant 1-2 mois. Donc tout ça fait que on n'a pas la même méthode, voilà. Et c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis sur l'aspect, quand un client arrive chez IG, très souvent c'est l'analyse technique par laquelle il commence, et même je le vois au niveau de ce qu'on publie, par exemple, on fait des publications sur le site d'IG, donc je mets mes articles, quand c'est une analyse technique, elle est souvent plus regardée que quand c'est une analyse fondamentale, qui pourtant demande plus de travail, de réflexion ou autre. Et c'est vrai que souvent le client commence par un graphique, et quand à un moment donné, s'il détecte, par exemple, on prend un triangle dans lequel on consolide, et on approche du bout du triangle, quand ça va sortir,
on va se dire, le client va se dire, bon, c'est ma figure, je sors de ma figure, mais il va être obligé à un moment donné de se dire, mais pourquoi finalement on est sorti par le haut ou par le bas? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, quel était le déclencheur? Il y a forcément une news qui a à un moment donné fait sortir le graphique de son pattern, un canal, un triangle, un biseau ou autre, et c'est là que souvent les clients commencent du coup à s'intéresser à l'analyse fondamentale. C'est intéressant ce que tu dis, mais tu dis, là, si par exemple on casse une figure, ça peut être un biseau, ça peut être une cassure de range, tu penses qu'il y a forcément derrière le côté fonda qui va permettre ce break, ou est-ce que ça peut pas être 100% technique? Moi, l'impression que j'ai, et c'est les retours que j'ai aussi de personnes avec qui j'ai pu travailler, notamment aussi quand j'étais courtier, on a l'impression, je dis tout de suite les choses, que l'analyse fonda, ça permet pas vraiment de trader. On n'a pas le market timing. De toute façon, il y a deux écoles. Ça, c'est un peu le débat qu'il y a toujours eu. Je pense que les deux sont super importants, mais je pense qu'on peut, moi c'est mon avis, faire du trading uniquement avec l'analyse graphique technique. Oui, même si évidemment c'est important. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Souvent on entend ça. Je pense que c'est vrai que quelqu'un qui se focalise uniquement sur les graphiques, le graphique aussi, le mouvement du graphique l'éthique ou autre, c'est-à-dire les micro-variations montrent où se trouve l'impulsion, le momentum en fait. Donc, comme tu disais Maëva, le graphique inclut toutes les infos en temps réel. Donc, si à un moment donné, les tics sont plus vers la hausse qu'à la baisse, même à très court terme, ça veut dire qu'il y a quand même des volumes qui vont dans ce sens-là à ce moment-là. Donc, oui, je pense qu'on peut trader qu'avec des graphiques, mais je prends des cas très concrets. Le Bitcoin, par exemple, un exemple qui parle à tout le monde, il est resté pendant là, il y a quelques trimestres, on était dans un énorme range, dans la zone des 20 000. On variait dans la zone des 20 000 pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres. Et à un moment donné, on est sorti par le haut des 25 000. C'était la zone de résistance, c'était 25 000. Donc, si on traite que la partie range, oui, on sort par le haut, le range il y avait une certaine hauteur, donc on projette la hauteur du range, on a l'objectif. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on est sorti du range? Il y a eu un enchaînement d'événements. Il y a eu les ETF, donc le débat qui a commencé là-dessus, le côté événement malheureusement au Proche-Orient, donc valeur refuge du Bitcoin qui a accéléré à ce moment-là. Il y avait une détente des taux qui commençait à apparaître en octobre, novembre, décembre. Les taux américains se détendaient fortement, donc le dollar commençait à baisser, donc Bitcoin qui grimpe à ce moment-là parce que libellé, c'est le libellé, c'est dollar donc pour trader le Bitcoin. Donc il y a tout un agrégat d'éléments macro qui ont favorisé la sortie par le haut. Donc si on a l'aspect technique qui est déjà en soi convaincant, mais qu'en plus vous comprenez le carburant du truc, ça vous donne encore plus envie de rester en position et de vous dire pourquoi je ferais l'inverse alors que tout plaide effectivement pour un mouvement haussier. Mais même exemple avec le décrochage du franc suisse il y a quelques années. Alors effectivement, techniquement, on voyait que le niveau était travaillé depuis plusieurs semaines et il a cédé, mais quand tu t'intéresses à la raison, tu te rends compte que derrière il y a la banque centrale suisse en quelque sorte et que voilà, il a été décidé finalement de ne plus maintenir ce taux qui était artificiel en quelque sorte. Donc tu le vois techniquement, t'as pas toujours d'explication fondamentale, mais quand t'as des mouvements quand même très forts, généralement t'as une explication fondamentale. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, clairement, ça donne le contexte en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Et même en ce moment, il y a alors c'est un sujet là on discute, mais ce sera un sujet qui sera encore valable dans quelques mois. C'est la question du Japon, par exemple. On voit très bien que le glissement du yen depuis déjà plusieurs mois, ça met très inconfortable les autorités japonaises. Et alors c'est vrai que si on regarde que le graphique et donc le dollar par rapport au yen monte. L'USD yen, très haussier. Vous allez avoir le yen qui va se renforcer, donc ça va faire baisser le dollar yen et ça peut être des moments de 500 pips à 1000 pips en quelques secondes ou minutes parce que la Banque du Japon intervient. Donc si on n'est que sur le graphique qu'on voit ça, il n'y a pas de chiffre à ce moment-là donc il faut la connaissance qui n'est pas une connaissance majeure non plus, mais il faut bien savoir que typiquement en ce moment la Banque du Japon est en mesure d'intervenir. Donc quelqu'un qui a cette information-là, il se fera aussi moins piéger parce qu'il sait que les interventions de banque centrale dans le marché, typiquement la BNS à l'époque, c'est absolument colossal. Et donc on sait à quelle nature de mouvement, quelle amplitude de mouvement on s'expose si on traite à ce moment-là le marché. C'est ça. Et c'est un contexte qui est nécessaire, vraiment, parce que en tant que particulier, on s'expose quand même dans ces situations à une volatilité accrue et tu peux vite te faire couper ta position. Donc c'est hyper important de connaître le contexte général pour permettre d'appréhender les risques. Donc voilà, si je vais en ce moment sur les crosses au yen, je sais qu'il y a ce risque-là et il faut que je sois particulièrement vigilant. Et là, ça peut être alors ça c'est plutôt la partie de Maëva, mais c'est vrai que chez IG, et ça, moi j'en parle aussi dans les lives le matin, comme on est broker de produits dérivés, on peut aussi avoir des garanties, les stop garanties par exemple, pour qu'on en parle presque pas assez, c'est une garantie incroyable. C'est-à-dire quelqu'un qui traite que les actions, les futurs par exemple, s'il y a des gaps, il n'y a pas de stop garantie. S'il décide de couper sa pause de 50 points au-dessus, mais qu'il y a un gap de 200 points sur le futur, il se prend le cap de 200 points, alors que chez IG, bon, ça en parlera mieux que moi. Mais ça c'est dans les phases actuelles, parfois très nerveuses sur les stop garanties, c'est le broker qui vous garantit que votre exécution se fera même en cas de gap. Exactement, même en cas de gap. Et c'est vrai qu'en ce moment, le contexte, alors là, on parle des élections législatives, mais ça va être bientôt les élections américaines. Même pour les actions, tu le disais, où on peut avoir des gaps à la réouverture,
le stop garantie, le principe est simple, c'est comme une prime d'assurance, mais une assurance qu'on ne paierait que si elle sert. Donc c'est super. Il est payant seulement s'il est touché. Donc ça va être une protection. On est certain d'être exécuté exactement au cours qu'on souhaitait, quelles que soient les conditions de marché. Et donc, le coût est spécifié à chaque fois avant d'entrer en position. Donc, c'est hyper pratique. Et c'est vrai que dans des conditions de nervosité, de marché très incertain, c'est une garantie supplémentaire très intéressante. Et qui s'ajoute, juste pour terminer cette partie-là, c'est aussi aux cotations. On a eu encore des exemples récents. Cotation, par exemple, élargie. C'est-à-dire que les futurs, on sait que ça va coter de 8h à 22h la plupart du temps. On connaît les horaires de marché. L'avantage des brokers dérivés, c'est qu'ils ajoutent une liquidité. Or, un trader, plus il y a de liquidité, mieux c'est. Il a besoin de pouvoir intervenir à peu près quand il veut, et même le week-end. Par exemple, on propose des cours le week-end. Typiquement, quand il y a des phases comme en France, élections, etc., qu'il y a des news qui tombent le week-end, celui qui peut prendre une position grâce à la liquidité du broker un dimanche, c'est quand même, je trouve, un sacré avantage, plutôt d'attendre le lendemain que les futurs cotent, par exemple. Je pense que les stop-loss garantis sont super intéressants pour des personnes qui vont conserver leur position en overweek. Oui. Parce que sinon, après, généralement, les traders, ils savent gérer leurs risques, surtout sur les traders court terme. Il y a un point aussi qui est très intéressant sur le stop garantie, qu'on omet souvent de mentionner, c'est que quand on a placé un stop garantie, on ne peut le déplacer que pour réduire son risque et pas pour augmenter son risque. C'est-à-dire, on ne peut pas déplacer son stop-loss vers le bas si on était à l'achat. Exactement. Ouais. Et ça, c'est hyper important parce que ce que j'ai remarqué avec les traders particuliers, notamment quand ils se lancent, c'est que très souvent, on a un phénomène d'autoconviction où on se dit non mais le marché va rebondir, ça va revenir dans le bon sens. On veut pas accepter le fait d'avoir tort. Et ça amène à des comportements qui sont le déplacement du stop. J'éloigne encore un petit peu mon stop, j'augmente ma perte potentielle parce que je suis certain que le marché va rebondir. Et avec le stop garanti, on peut pas faire ça. Donc en plus d'être un outil de protection, c'est un outil même qui permet d'éviter ce biais psychologique. Ouais. Et en ça, c'est très utile aussi. Et justement par rapport à vos turbos qui est donc disponible avec IG France, les turbos, vous avez une barrière désactivante. Cette barrière désactivante, est-ce qu'elle peut jouer son rôle en quelque sorte de stop-loss garantie? Une question qui revient souvent. C'est exactement la même chose qu'un stop garantie. La barrière de désactivation, elle ne peut bouger que pour remonter, quand on est dans le cadre d'un turbo qui serait un turbo long. Elle va intégrer justement ce qu'on appelle les frais de financement si on reste en position pendant la nuit. Et ce seuil, à partir du moment où on a acheté le turbo, ce seuil est fixe. On peut pas le modifier. Tu parlais de psychologie et je pense que les turbos en ce sens, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Exactement. Ok, très bien. Et peut-être juste pour terminer par rapport à la BNS du coup qui a arrêté de maintenir ses taux. Je trouve que c'est assez intéressant. Comment vous avez géré? Parce que moi, à l'époque, je travaillais sauf erreur pour un courtier. Il faudrait que je vérifie exactement la date. C'était en quelle année? C'était 2014 de mémoire. 2014-2015. J'allais dire 2015. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Je sais qu'il y a des brokers qui se sont retrouvés en grosse difficulté, des brokers qui étaient pas loin d'ici, qui ont complètement fermé. Comment vous avez géré ça? Et est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des stop-loss garantis ou c'était pas encore existant? Alors, il y avait des stop-loss garantis déjà qui existaient. C'était pas obligatoire à l'ouverture du compte comme c'est le cas maintenant. Il y a forcément des clients, qui se sont fait couper violemment. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la gestion des positions au sein d'un broker est essentielle. Et le fait qu'on existe depuis 50 ans, que tu as mentionné qu'on était coté en bourse, ça c'est très important parce que la façon dont on gère les positions, c'est qu'on se hedge. On n'est jamais en position contre les clients. On a plus de 381 000 clients à travers le monde. Ils vont d'abord se hedger entre eux. Et si jamais on a un excès du côté du sens long ou du sens court, nous, on va aller se couvrir sur le marché pour être en position 0. Et ça, dans le cadre du décrochage qu'il y a eu sur le franc suisse, ça a été essentiel parce que ça nous a permis finalement de pouvoir absorber cette variation. Finalement, peu importe ce qui se passait, nous, on était hedgés sur le marché. Alors que les brokers qui sont justement tombés en faillite sont des brokers typiquement qui jouaient contre les clients. Et donc, en fait, le moment où il y a eu ce décrochage hyper fort, ils n'étaient pas en mesure de faire quoi que ce soit.
Voilà, ils n'étaient pas dans le bon sens, ils n'étaient pas en mesure de payer les gains aux clients qui étaient dans le bon sens. Et c'est un derrière, broker qui, au final, qui gérait mal le risque, mais ça s'est vraiment réglementé et durci de manière incroyable maintenant par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Ouais, mais c'est vrai que tant mieux. C'est hyper important. C'est vrai il que faut le rappeler. Les gros brokers, c'est pour ça qu'on, parfois on dit broker, on a l'impression que tout se vaut. Certainement pas. Il y a un vrai savoir-faire dans la couverture, dans la gestion de la volatilité. Il y a nous les gros desks de couverture sont à Londres, donc c'est des plateaux énormes avec des gens extrêmement qualifiés, des matheux qui font qui gèrent le risque chez IG. Et ça aussi, je veux dire, ça a un coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois un client qui débute dans le trading, il va essayer d'aller chercher le moins cher des moins chers. Alors est-ce que je pars du 0,01 pip ici, etc. Ça n'existe pas. C'est comme les brokers qui proposent des bonus immenses, qui proposent zéro frais, 0,6, 0 là. Il y a un problème. Ce que ça révèle, c'est que quand vous avez des coûts comprimés au maximum, c'est que très souvent le broker derrière ne se couvre pas. La couverture, ça a aussi un coût. Quand le broker doit aller, effectivement, comme disait Maëva, il y a des blocs de position. La plupart du temps, les clients se hedgent entre eux parce que c'est bien équilibré. Mais quand il y a un déséquilibre qui apparaît, si plein de clients prennent position longue, position short, etc., il faut que nous, la balance, on la fasse dans le marché sur la couverture via des futurs ou autres. Ça a un coût. Et donc, c'est pour ça que les spreads des bons brokers, jamais vous allez avoir des spreads comprimés à 0 parce que ça a un coût. C'est comme un artisan qui travaille bien, il aura un coût parce qu'il y a un temps de passer à travailler, à garantir la qualité du produit. Le broker, c'est pareil. Donc, sachant qu'il est déjà très peu cher, mais ceux qui cherchent vraiment le coût minimum sur des brokers hyper peu chers, la conséquence, c'est ce qu'on a vu typiquement lors du franc suisse ou d'autres épisodes, un Credit Subprime ou autre, les plus faibles ne tiennent pas. C'est un broker qui gère peut-être moins bien son risque et aussi le broker doit gagner sa vie aussi. Donc s'il n'y a pas de... C'est ça. Et il y a des brokers qui sont situés à l'étranger, qui n'ont pas les mêmes réglementations. Et encore aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de clients qui nous rejoignent suite à une triste expérience. Une expérience avec un broker qui n'est pas régulé et avec lequel ils peuvent pas récupérer leurs fonds, un broker qui les exécute mal. J'ai même des brokers qui refusent des clients parce qu'ils font du scalping et donc au bout de quelques mois ils se font sortir du broker. Voilà. Tout ça, c'est des éléments auxquels il faut s'intéresser. Et effectivement, quand c'est trop beau, il faut regarder où est la petite où est la petite subtilité. Ou broker régulé, c'est ça que nous, tu en parles mieux que moi, mais la régulation AMF, ACPR, etc. Exactement. C'est des choses qui comptent. Exactement. Ouais, c'est essentiel. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs. On dévie un peu du sujet. On va revenir après dans le sujet de ce podcast. Mais il y a beaucoup de clients qui cherchent des brokers avec des effets de levier immenses et donc qui acceptent de partir sur des brokers étrangers. Sauf que derrière, il y a une problématique de protection des fonds, de conditions de trading. Effectivement un manque de transparence et donc au final on peut être bon en trading mais si on est sur des plateformes qui sont pas sérieuses, il n'y a pas de vision long terme. Et puis il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile pour mon trading d'avoir un effet levier de 200, de 300 ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? C'est la question qu'il faut se poser. Alors oui, on a l'impression que on va avoir un trading hyper intense. En fait, c'est très psychologique. Voilà, c'est sexy, mais en fait, ça n'apporte rien. C'est plus du jeu pour moi. Quand on utilise des effets de levier de 500, c'est plus du jeu. Alors après, moi, j'aime beaucoup l'effet de levier, j'en utilise, mais je vais rarement utiliser des effets de levier. C'est effectif, on va dire, sur la position max de 5, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que au-delà de ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Et surtout, moi, avec mon type de trading, je me sens pas à l'aise. Si jamais j'ai une série de trades perdants, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé. Moi, je me mets pas en difficulté. Je sais que mon risque, il est géré. Et après, si on fait attention à son effet de levier, on fait attention à son risque par trade, je sais pas moi, 1% de risque par trade, mais ça dépend tout à chacun, et qu'on utilise peut-être des outils comme des turbos pour avoir une barre désactivante avec une certaine garantie ou des stop garanties, c'est très difficile, selon moi, de cramer son compte. Ça veut dire que quand on crame son compte de trading, et je l'ai vu quand j'étais broker, c'est que c'est des personnes qui respectent aucune en fait de ces règles. Exactement. Effet de levier, broker non réglementé, parfois overtrading. Tu disais aussi il y a tout un tas de choses, le pourcentage de risque du portefeuille. Comme tu le dis, si on risque effectivement 1% de son portefeuille, derrière on a 99 chances finalement de pouvoir relever la barre si le trade s'est mal déroulé. Donc ça aussi c'est important. Clairement. Maintenant on va revenir dans le sujet de ce podcast. Quels sont, on va dire, les 2 ou 3 critères qu'on peut donner à un particulier qui débute vraiment avec l'analyse fonda pour réussir à mieux comprendre ça? On sait qu'on a les chiffres sur l'inflation, on a sur les taux, etc. Est-ce que tu peux expliquer ça vraiment de la manière le plus simplement possible? Oui, alors déjà, le premier critère pour un particulier qui débute, il faut qu'il ait accès au calendrier. Mais on va en parler, au calendrier économique. Ouais. C'est la trame de la semaine et même du mois. Et il faut bien regarder son calendrier sur le mois. Si on peut dire, voilà, on coche comme ça les dates importantes, réunions de Fed et de BCE, on sait que c'est toujours des grosses réunions. Les jours
en ce moment surtout, et depuis déjà quelques années, c'est la question de l'inflation qui dirige les banques centrales et aussi beaucoup du coup les marchés. Donc savoir quand les chiffres d'inflation sont publiés pour la zone euro, pour les États-Unis, voilà, et y aller par critère d'importance. Voilà. C'est important ce que tu dis, Alex, parce que tous les chiffres ne se valent pas. Et souvent, les particuliers, au début, quand ils commencent à regarder le calendrier économique, ils ont l'impression que chaque chiffre est important. Et il faut savoir faire le tri, en fait, entre ce qui va vraiment avoir un impact majeur et après quelques annonces qui sont finalement minimes, comme tu l'expliques. Il y a des filtres, d'ailleurs, qui sont disponibles pour ça. 3 étoiles ou 3 taureaux selon les ou sites rouge, orange, vert. Et il y a aussi un chiffre d'inflation il y a 3 ans, j'exagère un peu, mais il y a peut-être 5 ans, il n'y a pas l'importance que maintenant. C'est-à-dire que selon les périodes aussi, je me souviens même parfois de ce qu'on appelle les rapports Jolts. Alors c'est un cas particulier, mais Jolts, ça mesure les emplois vacants aux États-Unis. Pendant des années, c'était la stat, mais on l'a regardé passer, elle n'avait aucun intérêt parce que le marché était focalisé sur autre chose. C'était pas la stat principale. Là, pourquoi on la regarde? Parce que le marché de l'emploi s'est très tendu après la crise Covid. Il y a eu plein de gens qui ont quitté le marché de l'emploi aux États-Unis. Ça fait monter les salaires de manière très très importante, et donc un des critères pour voir si les salaires allaient progresser et donc si l'inflation allait se maintenir, c'est de voir les emplois, s'il y avait plus ou moins d'emplois vacants, et du coup c'est devenu une stat qui est presque aussi importante que le NFP, qui était le fameux rapport sur l'emploi mensuel. Donc ça montre que au fur et à mesure des mois et des années, l'importance des données varie en fonction de l'actualité du moment, voilà. Et peut-être que dans 2 ans le JOLTS restera un truc à nouveau qu'on oubliera parce que moins important. C'est ça aussi qui me semble important. Et puis il y a toujours, ça c'est on parle de fondamental avec les entreprises, l'importance de la récurrence chaque trimestre, le résultat des entreprises. Donc il faut savoir quand commence cette saison de résultats, quelles sont les boîtes qui publient, et on sait que dans les indices, par exemple la tech américaine, le Nasdaq, vous allez avoir 10 boîtes qui vont faire la pluie le beau temps. Donc il faut savoir quand ces boîtes publient, ça c'est pas très compliqué, honnêtement. Regardez le résultat net d'une entreprise, son évolution, comment elle reverse les dividendes, ce genre de choses. C'est une habitude à prendre. C'est pas si compliqué que ça. Non, voilà, il faut pas imaginer que c'est encore une fois, le calendrier, il faut l'avoir sur le mois si on peut. On coche il y a une dizaine de dates qui vont être importantes dans le mois, et puis les résultats une fois par trimestre. Une fois qu'on a ça, déjà on a une bonne base, une bonne matrice pour voir son activité sur le mois. Ok, donc du coup les critères les plus importants, donc tu as cité du coup l'importance de certaines stats qu'on peut filtrer. Donc si on vient peut-être sur les taux, imaginons qu'il y a une annonce de baisse de taux. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le SP500, sur le CAC 40, l'indice parisien? Alors c'est pas aussi simple que ça, j'en suis conscient. Mais sans rendre le truc compliqué, c'est vrai qu'il y a des exemples. Par exemple, quand tu regardes la crise des subprimes, c'est un exemple qui parle à tout le monde, c'est la plus grave crise financière depuis 29. C'est quand la Fed a commencé à baisser les taux à ce moment-là que les marchés ont commencé à baisser. Parce que ça voulait dire, je baisse les taux parce que l'économie est en train de se casser la figure, les banques sont en train de sombrer, et donc je baisse les taux. C'est le pompier qui arrive, qui c'est un incendie. Les baisses de taux, c'est ça. Mais les baisses de taux au départ sont pas suffisantes. Là, il faut déployer un arsenal beaucoup plus important, les achats d'actifs, etc. Donc à l'époque, c'était plutôt le début des baisses de taux qui signalait le début des gros problèmes. Alors que dans la phase actuelle, selon moi, ça va être un peu différent. Parce que si on regarde la chronologie, c'est quand les banques centrales ont commencé à relever fortement les taux en 2022 que les marchés ont piqué du nez. Ils étaient habitués, ces marchés, ils étaient biberonnés pendant quelques années à des taux zéro, voire des taux réels négatifs. Donc ça veut dire que l'argent ne coûtait rien, et l'argent ne coûte rien, on emprunte un paquet et on le met sur les marchés. Ça simplifie l'investissement. Voilà. Donc, à partir du moment où les banques centrales en 2022 ont commencé à dire là on va arrêter ça parce que l'inflation commence à progresser très fortement, les marchés ont déjà réagi à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est les hausses de taux qui ont fait plomber les marchés. Depuis, ils sont très bien redressés, ils ont encaisser ces hausses de taux fortes. Donc je dirais que quand la Fed va commencer à les baisser, peut-être qu'il y aura quelques prises de gains sur le marché parce qu'on a des petits échos de la crise des subprimes, de la bulle Internet, où on se dit tiens, c'est quand les banques centrales commencent à baisser les taux qu'il faut se méfier un peu, mais je pense cette fois-ci il n'y aura pas les effets de type crise des subprimes parce que justement les marchés ont déjà pricé une grosse partie de ça en 2022. Voilà. Donc pour moi, ce sera un truc un peu neutre. Les baisses de taux vont pas être ni très haussières ni très baissières. Peut-être une phase un peu de flottement quand ça va arriver. Et au niveau des chiffres sur l'inflation, comment les interpréter, je veux dire maintenant, actuellement, parce que du coup il y a différentes interprétations selon la période. Oui. Alors actuellement, on distingue bien l'inflation Europe et l'inflation américaine. Sans faire trop long, l'inflation européenne est majoritairement sous contrôle. On est dans les zones des 2%, entre 2 et 3, et on voit que l'inflation en Europe n'était pas générée de la même manière qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une inflation qui était générée parce que la demande des Américains est une consommation féroce post-Covid, une consommation revancharde. D'accord. Et la Fed doit lutter contre ça. En fait, ils ont trop d'appétit de consommation, ils avaient trop d'épargne accumulée pendant le Covid. Donc là-bas, il faut calmer la demande, il faut calmer le consommateur. Ça fait gonfler du coup considérablement les prix. C'est ce que tu expliques. En Europe, c'est une inflation qui est arrivée beaucoup par les problèmes en amont d'approvisionnement, de supply chain, tout ce qui est arrivé d'Asie, des bateaux
ça. Voilà, pendant le Covid. Très concret. Le choc énergie aussi qui a contribué à ça. Accentué par la guerre en Ukraine. Alors, le consommateur européen a aussi pas mal consommé, mais on voit que la BCE a moins de mal à ramener l'inflation dans la zone de 2% parce que les excès de consommation étaient aussi moins forts en Europe. Ok, super intéressant. Alors maintenant, on a parlé tout à l'heure du Bitcoin, de crypto, vraiment très brièvement. On a parlé d'analyse fonda et évidemment l'analyse technique. Question aussi qui revient souvent, surtout dans les cryptos, c'est l'analyse comportementale, un peu le sentiment client. Est-ce que Maëva, ça c'est quelque chose qui est vraiment utilisé par vos clients et toi après tu peux réagir dessus? Le sentiment client, c'est énormément utilisé et c'est un outil qui est très simple à appréhender. On voit visuellement tout de suite, est-ce qu'on a une majorité d'acheteurs ou de vendeurs. Et ça, c'est disponible sur tous les sous-jacents. Donc, c'est certain que ça permet justement pour toutes les personnes qui sont un petit peu plus frileuses à l'idée de s'intéresser à l'analyse fondamentale, déjà d'avoir une idée, sachant que, encore une fois, ce sentiment de marché, pour moi, va plutôt rejoindre l'analyse technique que l'analyse fondamentale. Parce qu'encore une fois, on va être dans la psychologie des masses qui est finalement très reflétée sur le graphique. Donc, c'est un bon outil. Est-ce que ça aide à comprendre un petit peu plus les dynamiques qu'il y a derrière ? Pour moi, non, ça n'aide pas à comprendre. On les constate au travers de cet outil, mais on n'a pas les clés pour comprendre derrière ce qui fait bouger le marché. Ouais, le sentiment client, effectivement, c'est pas la martingale, c'est pas l'outil absolu où on se dit bon, quand il y a tant de pourcentage de clients acheteurs, ça veut dire que, et tant de pourcentage de clients vendeurs, ça veut dire que. C'est vrai que quand on arrive dans les extrêmes, comme souvent, qu'on a comme sur les indicateurs techniques, un extrême sur un indicateur de force relative, un extrême sur un stochastique ou autre, on commence à se méfier un peu. C'est sûr que si vous avez 95% des clients qui sont acheteurs à un moment donné et qui le sont depuis, on se dit attention, est-ce qu'il n'y a pas effectivement du FOMO, cet effet un peu euphorique, est-ce qu'il n'y a pas trop de gens dans le même sens? Du coup, l'aspect contrarien commence à arriver, on se dit il y a trop de gens dans le même sens, donc le marché va se retourner. Mais moi j'ai des exemples, typiquement au moment du Covid par exemple, il y avait déjà un sentiment vendeur qui était assez fort, assez prononcé, un peu avant que le Covid arrive, et quand le Covid est arrivé, le marché a perdu, on a tous vu ça, 25-30%, et beaucoup de gens étaient dans le bon sens. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous avez 80% de gens acheteurs, il faut systématiquement parier sur le mouvement inverse. Ça peut tenir, et c'est pas un indicateur, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, ça rejoint presque plus l'analyse technique, le biais psychologique que le fondamental, quoi. Mais c'est très vrai ce que tu expliques, parce que parfois, je vois avec les clients, ils ont du mal à être dans la tendance. C'est-à-dire, si je leur dis, décrivez-moi le graphique. Ils me disent, le graphique est haussier. Là, je vois qu'il y a des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. On est à la hausse. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais me mettre à la baisse. Parce que ça fait trop longtemps qu'on est à la hausse. Et moi, ça, souvent, je l'entends. C'est-à-dire, oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on est à la hausse. Mais si le marché est à la hausse, eh bien, il faut épouser la tendance et il faut rester dans ce sens-là. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est que parfois, on se dit, mais ça fait si longtemps. Est-ce que c'est possible que ça continue, etc. Mais finalement, on est à la hausse. Et si on regarde sur des années l'évolution des indices, force est de constater qu'il y a des moments de repli parce qu'effectivement, il y a des crises. Mais dans la tendance de fond, on est quand même à la hausse. Et c'est difficile, c'est très difficile. Moi, en termes d'analyse, très clairement, autant des indices sur lesquels on est à l'aise, typiquement le CAC 40 ou autre, parce que il y a des respirations régulières, donc il y a pas ce sentiment d'excès régulier. Ce que tu nous disais sur l'USD Yen. Alors voilà, et alors que le Nasdaq, par exemple, moi je fais partie, effectivement, et j'ai un mauvais biais qui est celui de dire la tech, vu que ça vaut, mauvais biais, ça vaut cher depuis pas mal de temps. Il y a eu récemment des hausses spectaculaires sur l'aspect tout ce qui est intelligence artificielle, des valeurs comme Nvidia ou autres. On se dit à un moment donné, logiquement, quand le marché fait 30% en ligne droite, il y a bien avoir du 5, 10, 15% de retracement. Eh bien non, on l'a pas. Et j'avoue que même moi, malgré des années d'expérience pourtant, d'analyse, moi j'ai sous-estimé à plusieurs reprises ces derniers temps la puissance des valeurs technologiques. Voilà. Alors sur d'autres indices qui sont plus de valeurs, on va dire, industrielles, traditionnelles, des indices typiquement Dow Jones ou CAC ou DAX, où là, l'approche, là j'ai eu peu d'erreurs sur ces indices-là ces derniers temps, mais sur le Nasdaq, moi, je pensais déjà il y a quelques mois qu'il était déjà trop cher. Et ça m'a pas empêché d'aller chercher du 15-20% plus haut. Donc, si même moi, déjà, je fais des erreurs, évidemment que des gens
gens si Alexandre fait 2 heures, on n'est pas... Dans l'observation, tous les data, etc., dont on dispose, on se dit, mais là, on est en surachat, là, on est dans un biseau haussier, un biseau ascendant, on va forcément sortir par le bas, c'est des patterns graphiques. L'historique nous dit que ce genre de figure finit toujours par, il y a une telle puissance, un tel FOMO presque dessus que même moi, je suis en décalage par rapport à la puissance de cet indice-là. Par rapport au sentiment client, moi, je voudrais quand même réagir, parce qu'on le voit avec IG sur la plateforme. Il y a une rubrique sentiment client juste à droite du produit, sauf erreur. On voit où sont positionnés du coup les traders d'IG. Il y a aussi une partie trader particulier. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Maëva. C'est que je trouve que c'est justement super puissant ces sentiments clients. On le voit sur l'USD-Yen. Et moi, c'est une des paires que j'adore. Effectivement, on est sur des niveaux relativement hauts. Pour autant, je reste toujours acheteur tant que j'ai pas de signaux vendeurs. Je vois sur les sentiments clients que les clients sont toujours à la vente depuis des semaines. Alors qu'il n'y a pas de signaux majeurs vendeurs. On a eu la même chose sur les indices. À la vente. Alors qu'un indice structure plutôt à l'achat, on a les meilleures boîtes. Dans les indices, lorsqu'une entreprise n'est plus performante, elle est remplacée. C'est assez rare, mais ça arrive quand même tout de même. Donc je trouve que c'est super puissant et surtout sur le Forex en réalité. Il y a des fonds d'investissement, notamment à Londres, qui font ça, qui utilisent les sentiments clients et qui regardent un peu, analysent les données des traders de détail et arrivent à faire des choses vraiment incroyables avec ça. Donc je vais quand même le mettre dans une autre case à part pour moi de l'analyse technique. Après, évidemment, faut pas regarder ça seul. C'est peut-être c'est un peu limite, mais ça peut aider à donner du contexte, peut-être tout comme l'analyse fondamentale. Et c'est intéressant ce point que tu soulignes, c'est que c'est un peu de nouveau, effectivement, dans les sentiments clients. C'est vrai qu'effectivement, quelques années, on ne connaît pas trop ça. Et de la même manière que les bruits sur les réseaux. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des boîtes comme Bloomberg qui ont développé des indices qui permettent de suivre le sentiment sur Twitter. Ça, ils ont des algos qui vont ramasser toutes les infos qui circulent sur X et voir le bruit qui émerge de X. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un bruit qui va être puissant? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui reviennent, des noms de sociétés? Du bruit, de la rumeur, etc. qui se propage. Et instantanément, des algos vont commencer à faire réagir le marché. Alors, après, il y a les phénomènes aussi comme Roaring Kitty, etc. Donc, qui sont des gens qui ont une grosse communauté sur Reddit ou autre qui, eux, font bouger les marchés. Mais on voit que la SEC n'aime pas trop ça et commence à se mêler un peu de ça. Mais au-delà de ces cas très particuliers, le bruit sur les réseaux est devenu un outil, pour certains fonds spéculatifs, d'entrer dans le marché conscient que plus il y a du bruit, plus les gens vont s'y intéresser. Donc, ça va même de créer du volume sur le... Clairement. Et d'ailleurs, je pense à un de mes amis qui s'appelle Paul Wang, qui habite à Genève, qui a créé une boîte à Londres, qui est justement spécialisée là-dedans, dans l'analyse des infos sur Twitter. Et il vend sa solution-là à des gestionnaires d'actifs ici à Genève. Et après, selon les mots-clés, selon les profils, ils vont classer les influenceurs, entre guillemets, sur les réseaux, selon s'ils sont suivis ou pas. Avec toutes ces data combinées, ça aide vraiment l'investisseur dynamique à prendre des décisions. Donc, l'analyse comportementale, je pense qu'elle est très importante. Et moi, j'adore l'analyse comportementale. C'est ça, en fait, c'est essayer de savoir ce que pensent les gens pour anticiper leur comportement. Clairement. C'est la clé, mais depuis toujours. Et c'est juste qu'on développe des outils en fait qui sont adaptés aujourd'hui aux nouvelles technologies, mais c'est toujours la recherche, quoi. Et on voit d'ailleurs même dans les actifs les plus tradés chez nous, on a comme ça, on voit les actifs les plus tradés par jour par client. Alors il y a toujours les piliers habituels, les Apple, etc. Mais parfois on voit émerger dans le top 10 ou le top 20 des boîtes dont on ne parlait pas il y a 3 semaines, et puis d'un seul coup parce que les réseaux en ont beaucoup parlé, parce qu'il y a une actu d'un seul coup dessus. On a vu avec GameStop à l'époque. Les volumes tradés parfois dépassent des actions qui habituellement sont un peu les piliers, les classiques très tradés qu'on a tous les mois. Ouais. On retrouve cette rumeur effectivement dans les passages d'ordre directement. Donc si vous devriez classer un petit jeu les 3 types d'analyse, comportementale, donc sentiment client on va dire, fondamentale et technique, pour vous je parle pas pour de l'investissement, vraiment pour du trading, par ordre d'importance, peut-être Maëva si tu veux commencer ensuite. Moi vraiment Alexandre. En numéro 1, je mettrais l'analyse technique, parce que pour moi elle reflète toute l'information, même le sentiment de marché, souvent à mon sens. Et c'est, je pense, la plus facile à prendre en main. Okay. Voilà. Celle qui demande peut-être donc je mettrais ça en numéro 1. Je mettrais en deuxième l'analyse fondamentale parce qu'effectivement, sur certaines sociétés, tu le disais notamment avec les valeurs américaines, le fait que parfois ça dépasse un peu l'entendement, c'est important de comprendre pourquoi. Ou même tu le rappelais avec le yen, le franc suisse. Et le sentiment client, moi je le mettrais en annexe, en complément des deux en fait. Voilà. Parce que tu l'intègres dans l'analyse technique. Voilà. Sorte. Et c'est une bonne chose à regarder en plus pour peut-être confirmer ou infirmer son sentiment sur le marché, son opinion. Alors, ça pas très différent, mais je mettrais 2 sur les deux, enfin 1 et 2, mais au même niveau, quasiment 50-50. C'est pour moi le technique fondamental, ils doivent aller de pair, même si je suis d'accord que
parfois on a des signaux qui apparaissent d'un point de vue technique, et si on attend trop que le fondamental nous conforte, on rate le début du mouvement, parce que le marché anticipe que le fondamental va suivre, ou qu'une annonce de résultat va arriver quelques temps après, par exemple, ou qu'un chiffre va arriver. Donc je suis d'accord, le technique a souvent une petite avance d'un point de vue il montre la psychologie de marché, c'est ça qui compte, c'est que pensent les traders à chaque instant. Donc technique peut-être un poil au-dessus, mais quand même très équivalent à l'aspect fondamental, et le comportemental, je le mettrai en troisième. Ok, bon, super, très clair. Maintenant, on a parlé donc rapidement du sentiment client, où en fait là, les exemples qu'on a donnés, c'est on suivait un peu, où on fait l'inverse de ce que vont faire certains clients de détail, donc de particuliers. Est-ce que c'est réellement possible de faire l'inverse, de suivre un petit peu les positions des institutionnels, que ce soit pour de l'investissement dynamique ou même pour du trading? Moi, je connais l'indice COT, qui peut être assez utile, mais bon, il est mis à jour une fois. Une stat. Ouais, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des idées d'outils par rapport à ça? Est-ce que c'est possible réellement ou pas? Je t'en parlais parce que j'ai de temps en temps, mais justement, il est pas, je trouve pas très facile à utiliser par le grand public, et même quand tu as l'habitude de ce genre de statistiques, des positions, voilà, un site ou autre. Je trouve que c'est bien pour le début des tendances, par exemple. Tout à l'heure, on parlait du Bitcoin. Là, il y a un vrai bel exemple. Quand on regarde le rallye qui s'était fait en 2020-2021, c'était beaucoup de retail, avec beaucoup d'effets de levier, très peu de réglementation, et ça donnait la bulle qui a explosé 2 ans après, où les actifs, le crypto, ont perdu en moyenne 80%. Donc, l'équivalent du bulle Internet, qui s'est produite quelques années après. Et le rallye qui a émergé ensuite, sur la partie 2023 et 2024 surtout, on a vu par certains outils que les flux instits étaient très présents là-dedans. Donc, c'est d'abord les instituts, ce qu'on appelle la smart money, qui a lancé le mouvement, et le retail est revenu ensuite, mais avec des effets de levier moins importants qu'auparavant. Donc voilà, dans ce cas-là, oui, les datas sont intéressantes. Mais par exemple, si je prends le cas du VIX, par exemple, le VIX, souvent, on essaie de le repérer comme un indicateur de la nervosité. C'est un indicateur de nervosité dans les marchés, mais on essaie de lire au-delà de ce que le VIX nous montre. Et on peut voir effectivement les positions, par exemple, spéculatives sur le VIX, ou les positions dites non commerciales, donc plutôt celles de la smart money, qui sont prises pour couvrir des positions, etc. J'ai eu plein d'exemples où on pensait que, parce que les positions prises par les instituts étaient importantes, que le VIX, les positions de couverture prises par étaient importantes, que le VIX, du coup, allait pouvoir repartir un peu. Et très souvent, on avait des positions qui restaient importantes de couverture, et le VIX qui restait bas pour autant. Et donc, finalement, l'analyse, l'interprétation n'était pas rendue simple, parce que comme c'est en plus quelque chose qui arrive de manière plutôt hebdomadaire, il n'y a pas la finesse, il n'y a pas le côté réactif de la data. Donc je dirais c'est bien pour des gros blocs de momentum. Si pendant plusieurs semaines tu vois qu'effectivement les instituts commencent à construire des positions qui changent vraiment après une période longue de plusieurs mois, que tu commences à voir le comportement changer un peu sur les positions, là oui, je dirais qu'en début de tendance ça peut être intéressant. Mais après pour la précision du signal ou autre, je trouve que c'est pas assez précis pour moi. Il n'y a pas assez de Et dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que ce soit un investisseur particulier, un investisseur institutionnel, in fine, c'est pris en compte dans l'offre et la demande. Donc en fait, le prix sera le reflet de ce qui se passe sur le marché. Alors chercher à savoir par anticipation ce qui se passe finalement, je ne sais pas si c'est très utile, dans la mesure où de toute façon, d'un point de vue graphique, on va pouvoir constater les hausses, les baisses, les ruptures. Donc je comprends qu'on puisse se poser la question, mais dans tous les cas, c'est reflété dans le prix. Et ça, faut pas l'oublier. Ok, ouais, très intéressant. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du smart money concept? C'est un type de trading qui a été mis en avant récemment. On le voit sur les recherches Google. Certains disent que ça existe depuis déjà la nuit des temps et que c'est un terme marketing. Ça, c'est un peu la martingale, hein. Ça, est-ce que c'est lié aussi un peu le côté institutionnel? C'est de tendance. Il y a toujours une nouvelle méthode. Donc, à un moment, il y avait le price action. Maintenant, c'est le smart money concept. À un moment, c'était Ishimoku qui était très tendance. Voilà. Il y a toujours une méthode super, dernier cri, très moderne. Et en fait, c'est un peu comme la mode. Et c'est complètement un effet de mode. C'est voilà, régulièrement, il y a des concepts qui reviennent, mais qui en fait sont pas vraiment nouveaux, qui sont pas forcément meilleurs que les autres. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, c'est un peu comme des indicateurs techniques, finalement. Il y en a qui sont à l'aise avec certains indicateurs. Moi, je vois typiquement, j'aime bien certains indicateurs parce que je trouve que la récurrence des signaux est plutôt pas mal dans le temps, dans les années. Peut-être les indicateurs oui, techniques, typiquement la Fibonacci, par exemple. Ça, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt vraiment fort là-dessus. On voit sur Bitcoin, on voit même d'ailleurs que des actifs, on pensait que c'était vraiment décollé du reste, se retrouvent pris dans la masse des actifs,
classiques finalement, sur lesquels les instruments habituels, les moyennes de prix, les Fibo. Alors moi je travaille pas mal avec les moyennes de prix, du coup les Fibonacci beaucoup aussi, et j'aime bien les indicateurs qu'on appelle indicateurs un peu visuels type RSI, Macédo stochastique, mais moins pour les signaux dans les croisements par exemple que sur les momentum ou les divergences. Voilà, quand on voit par exemple un marché qui a beaucoup baissé, puis on voit les indicateurs, les creux se redressent sur l'indicateur type RSI ou stochastique ou autre, ce genre d'indicateur, ce genre de signaux avancés, j'aime bien ça, voilà. Et du coup, peut-être que là, les indicateurs que tu citais, Smart Money Concept ou autres, peuvent t'apporter des éléments. Si effectivement tu commences à excusez-moi, dans le prix déjà, le premier signal arrive par le prix. Si en plus derrière tu commences à voir que ton signal prix est conforté parce que sur ces indicateurs liés aux instituts, tu commences à avoir un intérêt et des volumes qui s'accroissent, je dirais que ça peut venir plus en complément. Mais c'est vrai que l'aspect visuel, graphique des indicateurs, c'est pas la recette absolue, mais quand une fois le marché presse toujours à l'instant T les choses, donc si tu commences à avoir des divergences qui apparaissent après des mouvements importants ou autres, c'est que déjà certains dans le marché ont peut-être des infos que tu n'as pas encore, donc à toi de chercher à pas quelles sont ces infos, mais le marché est déjà en train de presser quelque chose que tu n'as peut-être pas encore vu, donc les prix sont toujours le premier truc à regarder, les graphiques, les signaux, les divergences, etc. Et puis il y a des méthodes qui conviennent à certains types d'investisseurs. Donc effectivement, on entend des concepts, mais par exemple pour quelqu'un qui veut investir un petit peu ce qu'on dit la gestion en bon père de famille, raisonnablement, réévaluer ses positions tous les mois, la méthode tendance du moment va peut-être pas être la bonne. Donc il y a ça aussi, c'est de se dire parfois on veut tous avoir cette méthode qui fonctionne bien, mais ça convient pas forcément à tout le monde parce que on n'est pas tous capitalisés de la même façon, on n'a pas tous le même temps à consacrer au trading, on n'a pas tous les mêmes connaissances, donc on peut pas aller sur les mêmes marchés, et tout ça c'est à prendre en compte plutôt que de vouloir absolument appliquer la méthode du moment. Ok, super intéressant. Et pour revenir un peu dans le côté news, on en a parlé brièvement, est-ce que c'est possible, c'est une question qui revient souvent, de faire du trading uniquement basé sur les news? Par exemple, il y a un chiffre qui sort sur, sur le taux de chômage US. Est-ce que... Attention, moi je dis attention. Je pense que d'accord, voilà. on se rejoint parce que c'est le chiffre par définition, tu ne l'as pas à l'avance. Tu peux parfois... Je prends des cas concrets. Par exemple, si tu as eu un marché qui a été très tendanciel pendant pas mal de temps, et tu sais que ce chiffre est important et que tu détectes certains signaux un peu, on parle pas de divergence, choses comme ça. Si tu veux tenter, parce que il y a ce côté un peu exagération du momentum d'un côté, peut-être, mais pour moi, non, il y a un côté au contraire. Justement, ce qu'on cherche à éviter sur les marchés, nous, la pédagogie qu'on met en œuvre, c'est de dire il y a une partie d'analyse, une partie d'anticipation qui doit être importante, et tout à fait d'accord avec s'inscrire plutôt dans les momentum, s'inscrire dans ou essayer de jouer une cassure, mais quand justement, moi je dis, si on cherche à sortir par exemple d'un canal et qu'il n'y a pas de chiffre à ce moment-là, je trouve ça d'autant plus intéressant que tu ne risques pas de te prendre la stat qui va te... Mais c'est... D'un seul coup, te remettre dans le canal de manière brutale ou autre. Si au contraire, tu vas tranquillement, qu'il n'y a pas de stat à ce moment-là, bah, tu auras plutôt tendance à vouloir y aller parce que le marché spontanément y va sans catalyseur. Exactement. Alors que le chiffre, il y a toujours ce côté très aléatoire. Ouais. Et malheureusement... Ça se rapproche du pari en fait. Ouais. Et pas du tout de l'idée d'un investissement réfléchi, qui soit raisonné. Voilà, et puis c'est forcément des moments où il y a une volatilité extrême. Alors effectivement, si on avait qu'un stop garanti comme on l'évoquait tout à l'heure, pourquoi pas? Mais encore une fois, quel est l'intérêt d'aller prendre le risque de se faire claquer sa position, de perdre peut-être une part très importante de son portefeuille sur quelque chose qui est hautement risqué? Voilà. Puis les algos décuplent un peu ces mouvements, c'est-à-dire que c'est le temps que tu réalises que déjà que tu es le chiffre, là, tu as déjà la mèche à l'écran en fait. Les algos, ils seront toujours plus rapides. Les grosses boîtes de fonds spéculatifs ou autres se battent aujourd'hui pour des distances, être le plus près possible de l'antenne qui va t'envoyer le signal par rapport à la bourse qui balance le chiffre. Ça se compte en millisecondes. Nous aussi performants soit-on avec nos outils ou autres, le temps que tu es le chiffre, le temps que tu es la stat, tu pourrais essayer de trader, mais le marché les gros auront déjà réagi avant. Donc je comprends l'adrénaline après. Effectivement, parce que c'est le truc jeu, un peu le c'est trader, ludique, voilà, ouais. On est sur sa plateforme, on a envie de ressentir l'excitation du marché, mais encore une fois, c'est du jeu et c'est peut-être c'est pas sage, c'est sûr, quand on veut vraiment construire sa liberté financière, en quelque sorte, commencer à prendre la main sur ses finances, sur son épargne. Après, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Alexandre, évidemment, c'est ce que tu dis, Maëva, mais c'est exactement ce que je fais, moi, pour mon trading, c'est-à-dire que les news, je vais m'écarter au maximum, c'est-à-dire que je regarde le calendrier économique, je filtre les news les plus importantes,
Et je vois par exemple que sur une matinée, j'ai de l'absence de statistiques, donc je vais pouvoir me concentrer sur mon analyse graphique technique et évidemment garder en tête le contexte que je vais prendre potentiellement avec le sentiment client ou avec l'analyse fonda, mais en aucun cas l'analyse fonda pour le market timing, vraiment encore une fois l'analyse graphique technique. Mais ça c'est très juste. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que lorsqu'on a une stat qui sort, en fait, le marché, que la stat soit positive ou négative, il va dans un sens, il va dans l'autre, etc. On comprend rien. On a juste l'impression qu'on va aller chercher les stops à droite à gauche. Et après, peut-être qu'on reprend le mouvement plus ou moins correct. Parfois, tu as quand même des mouvements qui tiennent. C'est vraiment quand le chiffre est incroyable, bon, le marché arrive à tenir. Mais c'est vrai que quand c'est déjà un peu pricé, oui, ça balaye de chaque côté. Donc je trouve en plus souvent on parle du ratio rendement-risque. C'est-à-dire que là, effectivement, l'idée, c'est d'avoir le meilleur ratio possible où l'espérance de gain est maximale par rapport à un risque-prix minimum. Et justement, la publication du stat, c'est un peu l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'on prend un gros risque pour un gain qu'on espère être important, mais qui ne peut être pas tant que ça. Donc on a un ratio qui est totalement mauvais dans ce genre de stats type NFP, type taux de la Fed ou autre. Le trading à ce moment-là est particulièrement... alors la Fed, c'est des réunions un peu longues, donc on peut rentrer pendant la réunion si on veut, mais pile sur le communiqué, pile à l'instant T, la seconde même, il y a un côté vraiment aléatoire complet là-dedans. Ouais. Et l'utilisation du calendrier économique, justement, elle sert à ça. Elle sert à identifier les moments de la journée où on va avoir des annonces qui sont majeures et justement, idéalement, à éviter ces zones pour rentrer en position. Je suis d'accord, on le voit, hein, c'est super bien fait sur le graphique d'IG. Moi, j'utilise assez régulièrement. C'est qu'on peut sélectionner les news US. Et quand c'est sur le graphique, tu en as parlé, je crois, brièvement au début de ce podcast. En fait, on voit qu'on a le champ libre, entre guillemets, pour trader avec l'analyse graphique. Ça, c'est super. Je voudrais juste rebondir sur le côté haute fréquence. Ça a toujours été quelque chose qui me fascine. C'est super intéressant. Est-ce que ça existe toujours, vraiment le trading haute fréquence avec l'arrivée de la 5G? Est-ce qu'à l'époque, les personnes se mettaient proches des serveurs ou allaient carrément mettre des infrastructures extrêmement chères pour avoir des câbles ou je ne sais quelle infrastructure. Ça existe toujours. Quand tu as la place d'échange, donc ça va être Londres ou États-Unis ou autre, alors maintenant c'est beaucoup par onde, tu vas avoir des investissements très coûteux réalisés par des fonds ou autres qui vont avoir le matériel le plus puissant pour capter le signal avant les autres. Et très souvent dans ces boîtes HFT, donc High Frequency Trading, les profils des gens qui bossent là-dedans, c'est du matheux pur, c'est de la programmation pure, c'est de l'algorithme pur, et c'est plus le trader à l'ancienne ou autre, c'est que de la programmation, et la vitesse du signal est capitale, donc ça nécessite parfois des investissements incroyablement chers pour avoir la data quelques millisecondes avant le voisin qui sera un peu plus loin ou dont le matériel sera un peu moins puissant. Donc ça se joue là-dessus, mais ça c'est des niveaux qui sont pour nos clients, pour nous, c'est un autre monde spécialisé là-dedans. Et voilà, mais ça existe toujours. Et les gens qui bossent là-dedans et qui font de la performance ont des salaires qui sont absolument incroyables parce que c'est des pourcentages directs de ce qu'ils rapportent à la boîte. Ça se compte en millions, dizaines de millions parfois. Donc c'est la crème de la crème de la tech, de la spécialisation sur le marché, mais il y a quelques rares élus qui maîtrisent ça. Après, ce que j'ai cru comprendre moi, avec le haute fréquence, c'est qu'on va pas chercher à faire des performances qui sont incroyables. Je crois qu'on est plus ou moins sur du 8% par an, donc ce qui peut être fait en fait avec des ETF, mais avec une stabilité en revanche qui est incroyable. Et ce que recherchent en l'occurrence les grandes fortunes, à avoir un rendement, on va dire, stable et correct. Qui passe tous les jours. C'est sur la quantité aussi. C'est plus du tout à l'instant comme un gérant qui fera quelques arbitrages ou autres. Là, c'est du volume maximum en permanence où ça coupe très vite, ça reprend très vite. Enfin, c'est vraiment un monde purement technologique, quoi. Il y a très peu il y a pas d'émotion, il y a pas de juste du technique, quoi. Et par curiosité, alors c'est rien à voir avec l'autre fréquence, même si c'est du trading très actif, dans vos clients chez IG, vous avez des clients qui vont prendre des trades, ça peut arriver de moins de 2-3 secondes, c'est relativement rare. Est-ce que c'est possible avec vos produits 2-3 secondes, c'est possible. C'est possible avec nous et on a énormément de clients qui font du trading automatique d'ailleurs, au travers de Pro Real Time. Après, 2-3 secondes, je pense que c'est possible, mais alors à ce moment-là, ça se fait vraiment au travers d'algo sur du trading automatique. En trading manuel, on a effectivement des personnes qui font du scalping. Après 2-3 secondes, pour que ce soit rentable quand même, il faut être assez capitalisé. Ou alors il faut pouvoir faire ça à temps plein pour que de passer 2-3 secondes, enfin des ordres, tu vois, sur cette durée-là pendant la journée, il faut que tu puisses en passer au moins une cinquantaine, une centaine pour que ce soit rémunérateur.
Parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Pareil, le terme trading algorithmique, robot trading. Alors, il y a tout et n'importe quoi là-dedans. À mon avis, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'arnaques dans tout ce qui est robot trading. Faut être vigilant, mais c'est un terme qui revient souvent et c'est souvent effectivement des stratégies où c'est un maximum d'ordres qui sont paramétrés via des ordres conditionnels et des trades qui durent assez peu. Donc ça existe, mais c'est plus anecdotique, on va dire, dans votre base des clients. C'est ça. Et c'est pas nécessairement pour faire de la quantité et de la rapidité. Moi, la plupart des clients qui se mettent au trading automatique, c'est une volonté de gain de temps, parce qu'ils peuvent plus passer autant de temps devant les écrans, et d'élimination des biais psychologiques. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte quand ils le font eux-mêmes qu'en fait, ils ne respectent pas leur stratégie. Donc, en paramétrant son algo, eh bien, la stratégie sera exécutée comme elle doit l'être, et il y aura pas d'envie de décaler son stop, d'entrer dans le marché parce que depuis ce matin on n'a pas pris d'ordre et puis finalement on est sur les écrans donc on a quand même envie d'entrer dans le marché. Tout ça qui vient parasiter le trading alors que au fond la stratégie est bonne et qu'on a une bonne idée. Toujours la même chose, hein, c'est de la psychologie, c'est le podcast qu'on avait fait, c'est juste primordial. Et en ça les algos sont forcément très forts. Ouais. Après, à contrario, comme tu le disais dans l'interprétation des chiffres, ce sera très difficile d'intégrer toute cette compréhension-là et tout ce qui est fondamental dans son algo. Donc effectivement, sur des choses techniques, ça fonctionne très bien. Quand il s'agit de prendre en compte l'analyse fondamentale ou des annonces de chiffres, forcément, ce sera moins affiné que ce que peut faire un humain au cas par cas. Ok, super intéressant. Alors pour arriver bientôt à la fin de ce podcast, il nous reste quand même quelques minutes ensemble. Je profite d'avoir Alexandre avec nous sur cette chaîne YouTube pour avoir peut-être quelques perspectives et tendances peut-être futures dans les semaines, mois qui arrivent. Alors je sais que c'est jamais évident, c'est difficile de faire des anticipations. Généralement on agit par rapport à un setup qu'on a, surtout en trading. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire là ? Il y a les législatives, les élections qui vont arriver. Alors c'est pas quand le podcast sera posté, mais qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça ? On peut se mouiller quand même parce que en tout cas sur la partie européenne, et même sur la partie asiatique par exemple, il me semble que les perspectives sont pas. Je trouve qu'il y a peu de choses à craindre vraiment. C'est-à-dire que justement les marchés européens, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a moins cette notion d'excès en termes de valorisation, en termes de phase de respiration. Très souvent les marchés européens, alors c'est vrai qu'historiquement les marchés américains sont toujours plus performants, mais justement l'Europe, elle, sait respirer. Et une fois que ces respirations sont là, typiquement dans ce moment où on se parle, l'actu politique étant relativement chargée, ça veut dire que vous avez des indices qui sont comme le CAC, quasiment 10% sous leur plus haut. Ça détend un peu les valorisations du coup. Et on a vu que dans l'histoire, les stress politiques n'avaient qu'une durée limitée, même dans les cas assez extrêmes, les types Brexit, type élection de Trump à l'époque, ou ce genre de choses. La volatilité est là pour quelque temps, le marché anticipe beaucoup, et après il s'habitue et il repart. Donc et aussi, tu sais, je pense, Alex, par rapport à toute l'actualité récente, le Covid, il y a eu effectivement, tu disais, les élections US, la guerre en Ukraine. J'ai l'impression que le marché a été mis tellement sous tension que finalement, maintenant, tu vois, le marché réagit de façon beaucoup plus, avec moins de stress, tu vois, moins d'intensité. Oui, j'ai cette impression-là. Je pense que c'est ça parce que le stress Covid, c'était un black swan absolu, tout que personne n'avait arrivé. Et derrière ça, malgré les 30 et quelques % du Covid, en 2022, on a encore connu un creux presque, alors moins rapide, mais toute l'année 2022, c'était une année de forte baisse avant que ça se reprenne un peu en fin d'année. Donc des grosses comme ça soupapes de respiration, il y en a eu pas mal. Et du coup, maintenant que les valos sont pas excessivement chers, la BCE commence à baisser ses taux, on disait tout à l'heure, voilà. Moi, je vois ça plutôt comme un carburant pour la zone euro plutôt que le début d'une crise à nouveau qui émerge. Plus, il y a une situation en Chine qui est moins mauvaise. L'immobilier semble se stabiliser un peu. C'est toujours dur d'analyser de manière très fine les données chinoises, mais on sent quand même que le gros du stress sur l'immobilier est quand même passé. On le voit sur des datas sur l'obligataire immobilier chinois, par exemple. Donc ça, c'est plutôt favorable à l'Europe. C'est l'Allemagne. On sent aussi que l'Allemagne, par rapport au choc énergie, etc., qu'elle a connu toujours par rapport à la situation en Ukraine, on voit que l'Allemagne commence à se sentir un peu. Donc je dirais que là, sur les marchés européens, je pense que viser plus haut dans les trimestres qui arrivent ne me paraît pas incongru. Les ratios sont pas mauvais en termes de valorisation et le marché a respiré. Côté US, j'ai plus de mal à te donner une réponse précise parce que moi je trouvais que par exemple depuis le début de l'année, le fait que le marché ait comme ça dégradé très rapidement les anticipations de baisse de taux, qui était une espèce de moteur quand même, qui a porté les marchés pendant pas mal de temps. Moi, je me suis dit, les taux restent élevés côté US, le fameux higher for longer, et à un moment donné, ça va commencer à faire un effet un peu corrosif sur l'économie, ça va commencer à la faire ralentir, et donc les marchés vont... Et il s'avère que les marchés ont tenu, c'est-à-dire qu'ils anticipaient cette baisse de taux il y a 6 mois, et maintenant plus qu'une à deux baisses de taux,
Ça n'a pas gêné grand monde et le marché a beaucoup grimpé. Donc là-dessus, j'ai plus de mal. Moi, je te dirais que l'élection américaine qui approche, normalement, peut ramener un peu de volatilité. Comment tu le sens, notamment avec Biden? Certains disent qu'il est pas forcément suffisamment en bonne santé, il est toujours candidat. Comment tu vois les choses? En même temps, ça reste très serré dans les sondages. Ouais, ça reste serré, mais il me semble que le vrai sujet pour les marchés, ça doit inquiéter, moi qui va représenter qui. C'est plutôt la dette. C'est la question de la dette parce qu'il y a eu du gros déficit généré aux États-Unis post-Covid, bien plus qu'en Europe même à un moment donné, et qui a persisté après le Covid. Le quoi qu'il en coûte, ça n'a pas été qu'un thème français ou européen. Les États-Unis ont balancé des. Voilà. Oui, c'est bien de le dire. Et donc, ça veut dire qu'il faut retrouver une trajectoire budgétaire plus clean. Et je pense que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, alors je ne sais pas quand. Moi, il me semble que le moment serait pas mal maintenant. C'est un débat qu'on a en France avec les législatives la dette et les agences de notation. Ouais. Ce débat, il va arriver outre-Atlantique. Et il va arriver, on est en pleine campagne maintenant. Donc pour moi, les sujets qui ramèneraient un peu de volatilité sont ces sujets-là. Ces agences de notation commencent à dire que les États-Unis, leur trajectoire budgétaire n'est pas soutenable, etc. La Fed le dit, le Trésor le dit. Voilà. Je trouverais sain qu'on ait un peu de volatilité avant l'élection américaine et après, on se détend et on repart. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait quand même un peu de respiration. Les indices qui sont un peu trop exponentiels ou autres, on pense tous aux mêmes valeurs et aux mêmes indices, Nasdaq et valeurs semi-conducteurs ou autres. Dans l'histoire, quand c'est exponentiel, ça peut durer, mais plus ça dure, plus c'est exponentiel, plus le risque de choc financier derrière est important. Mieux vaut faire un peu dégonfler ça quand on peut le faire en amont, et la Fed a les outils pour le faire aussi via les discours ou autres, que attendre que la bulle prenne une ampleur. Pour moi, on est déjà cher. Là où on se parle, on verra quand ce sera publié. Justement, là, on est le mercredi 3 juillet, il est 11h24. Voilà. Très précis. Je vais juste là-dessus, pas faire trop long, juste la dernière statistique marché, mais on paie 21 fois les bénéfices anticipés sur le SP500. Dans l'histoire du SP500 sur les 30 à 40 dernières années, les deux seules fois où on a payé aussi cher les actions américaines, c'était post-Covid, quand l'argent coûtait rien, les taux étaient négatifs ou autres, et la fois d'avant, pour trouver des 21 fois les bénéfices, il faut remonter dans les années 2000, avant la bulle Internet. Alors on était monté à 26 fois avant la bulle Internet et ça a éclaté ensuite. Mais donc ça montre quand même que 21 fois les bénéfices, c'est pas un niveau qui est pas cher, c'est un niveau qui est cher et qui est un niveau de début de bulle. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on accepte que la bulle se forme? Est-ce qu'on va à 22, 23, 24 fois les bénéfices, donc en acceptant qu'on soit dans une bulle, et donc avec les conséquences qui vont avec, ou est-ce que les régulateurs, la Fed, décident de faire ou est-ce que l'élection américaine jouera ce rôle d'épurer un peu, de détendre un peu les multiples. Voilà. Mais s'il ne se passe rien, il faut voir la période actuelle comme le début d'une période de bulle. Super intéressant. Okay. Voilà. On va surveiller ça. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous donner un peu votre avis, c'est intéressant. Alors, on va terminer ce podcast peut-être avec deux dernières questions qui sont pas forcément liées avec tout ce qu'on a vu, mais c'est des questions qui reviennent assez souvent et j'ai la chance d'être avec deux personnes qui travaillent en interne chez un broker, donc je pose cette question. La première question qui revient souvent, notamment sur les lives que je fais, c'est est-ce que les stop-loss des particuliers sont visibles par les institutionnels, donc en l'occurrence par le broker, par le prime broker, je sais pas. Est-ce que c'est une réalité ou c'est complètement faux? Ça, c'est une rumeur, hein, mais moi, ça fait 10 ans que je suis chez IG, ça fait 10 ans que j'entends ça. Les institutionnels vont chercher les stops, le broker va chercher les stops, hein, parce que parfois ça s'étend aussi à ça. Pas du tout. C'est juste qu'à partir du moment où il y a des niveaux qui sont identifiés, qui sont très marqués, tu le disais, hein, des supports sur lesquels on rebondit depuis un certain temps, ou au contraire des résistances qu'on a du mal à franchir. Ces niveaux, tout le monde les identifie. Et au moment où il y a des mouvements, mais forcément, ça va être des mouvements d'une grande intensité. Franchement, les institutionnels qui s'amusent à aller chercher le stop de chaque particulier, ça n'aurait aucun intérêt, très franchement. Alors, je comprends la crainte quand on arrive dans le secteur de la finance, voilà, on se pose des questions à l'heure du complotisme, etc. Je comprends tout à fait qu'on se pose la question, mais je tiens à rassurer tous les clients, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est que ça se fait naturellement dans le sens où quand il y a une résistance des personnes qui achètent, par exemple, nous, quand on achète, même sur des unités de temps courtes, comme en 15 minutes, on va acheter, par exemple, je sais pas moi, du DAX ou du S&P, on a un dernier plus haut récent, on va aller le chercher et ça va créer une résistance, en fait. Et voilà. C'est le raisonnement qu'ont les investisseurs. Ils vont pas aller chercher un objectif inatteignable. Ouais. Pareil, quand il y a des personnes qui vont faire des shorts, ils vont clôturer leur position sur un support, donc un rachat de short en quelque sorte. C'est ça qui crée ces niveaux. Et donc, si vous mettez vos stop loss, comme vous voyez dans les livres ou de l'époque, on va mettre son stop loss sur le niveau de support. Vous allez vous faire sortir souvent. Voilà. C'est légèrement en dessous. C'est complètement ça. C'est qu'aujourd'hui, là, encore une fois, on se parle, on voit que le SP500, depuis 3 semaines, 5450, c'est la zone qui sert de support autre.
Le SP500, tout le monde est dedans. Le retail, les instituts, les fonds spéculatifs, donc tout le monde a les mêmes niveaux. C'est exactement ça. C'est tellement volumineux comme marché que donc l'analyse technique graphique fonctionne extrêmement bien à l'inverse de ce qu'on peut voir. Allez, typiquement là, si vous écoutez ce podcast dans quelques jours, vous regardez la période actuelle sur l'SP500, l'ancienne résistance d'il y a quelques semaines devient un support depuis 3 semaines et ça touche, ça zone de polarité dessus. Ouais. Donc c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est le marché à 15 reprises d'affilée sur 3 semaines. Vient chez le niveau, c'est tout le monde à le même niveau à l'écran, les algos, les gérants, le retail. Donc c'est un ensemble. Voilà, il y a pas, pour moi, effectivement, c'est une légende urbaine. Les instituts viennent chercher les stocks. Voilà. Déjà, les volumes sont pas super. À l'échelle des instituts, c'est pas. Surtout aller chercher le stock d'un petit retail qui est une goutte d'eau en plus. C'est exactement ça. Les volumes instituts autres sont nettement supérieurs à ce qu'on voit sur le retail. Donc il y a vraiment pas d'intérêt marché réellement à le faire en termes de volume. Par contre, quand on place son stop, y intégrer une part de volatilité en se disant voilà, je sais que la volatilité sur ce marché elle est à peu près de ça et prendre ça en compte, ça peut être quelque chose d'efficace, voilà, pour éviter. Mais il faut le prendre en compte. Ok, super, très clair. Et puis encore une fois, stop garantie. Si on a peur justement qu'il y ait trop de décalage, etc., au moins... Stop garantie est accessible aussi pour vos clients professionnels ou c'est uniquement... Bien sûr, non, c'est disponible pour tout le monde. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Dernière question, je vais vous laisser du coup répondre à votre tour. Quelles sont les 3 pires erreurs pour vous que vont faire vos clients, peut-être des débutants du coup qui font des erreurs? Peut-être Alexandre, tu peux commencer, que ça je laisserai le mot de la fin à Maëva. Moi je vais parler peut-être plus de ma rubrique, de l'analyse de marché, quelles sont les erreurs qu'on peut faire en analysant un graphique. Et même des erreurs que je fais encore, donc c'est pas, il y a pas de recette absolue. C'est de chercher parfois des patterns, des configurations là où il y en a pas. C'est-à-dire de constater, tiens, là je vois une épaule tête épaule et se dire jusqu'au bout, je suis sûr que c'est une épaule tête épaule, donc je vais y aller. Je vais par exemple épaule tête épaule, donc c'est une figure de retournement, de renversement temporaire, et se dire de la figure est là, donc je vais y aller, je vais mettre un gros short avec un gros effet levier parce que comme il y a une figure, la figure ne peut pas mentir et donc forcément ça a baissé. Et là on rentre dans ce côté comportemental où quand tout le monde voit la même figure au même moment, il peut y avoir des bear traps et puis hop, tout le monde va racheter à ce moment-là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de short et ça fait du coup un peu remonter le marché, donc les stop loss qui cassent et certains fonds spéculatifs vont jouer le côté un peu contrarien justement. Donc je dirais que la première erreur ça peut être ça, de chercher le pattern tout le temps et de dire une fois que j'y vais un pattern, je suis sûr que c'est le bon, donc j'y vais plein pot. Voilà, ça peut être la première erreur. L'autre erreur ensuite, ça peut être effectivement, on le disait tout à l'heure, je pense de vouloir trader parce qu'on sait que c'est un truc qui est populaire, c'est-à-dire le NFP, le rapport sur l'emploi, c'est le rendez-vous souvent. Donc, comme c'est le rendez-vous, tout le monde va y aller, tout le monde va trader. Non, c'est un rendez-vous important, mais justement, comme beaucoup de gens y vont, les algos aussi, etc., et qu'il y a un côté un peu aléatoire. Faut peut-être plutôt éviter. Voilà, plutôt éviter le gros rassemblement de foule à cet endroit-là. Voilà. Et voilà, les 2 premières, c'est ça. Et la troisième, après, je pense rebondir dessus, c'est peut-être le côté excès de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire une belle série où on a bien analysé les choses. Par exemple, tiens, j'ai joué mon canal, le canal était projeté à la hausse, etc. Et considérer que comme on a bien vu pendant 2, 3, 4 semaines les patterns se faire et ils ont bien été réalisés, se dire ça y est, je suis le meilleur, j'ai la méthode qui fonctionne et l'excès de confiance. Voilà, toujours se dire je dois apprendre. Il faut que j'apprenne toujours, il faut que j'observe, il faut que jamais se sentir en position de... Et je crois que c'était même Warren Buffett ou des traders connus qui disaient ça, qu'ils étaient toujours en apprentissage permanent, qu'à un moment donné, quand on s'estime être arrivé, ça y est, je suis arrivé, c'est l'erreur, non, on n'est jamais arrivé, il y a toujours, c'est du renouvellement permanent. Tout à fait. Moi aussi, je placerais l'excès de confiance qui finalement nous empêche de nous remettre en cause et qui peut aussi amener au déplacement des stops et à la prise de risques supplémentaires. Donc ça, énormément. Erreur très fréquente aussi pour les personnes qui se lancent, que ce soit d'ailleurs des particuliers, mais aussi des professionnels, parce qu'on en a chez nous. Quand on démarre l'analyse technique, de vouloir mettre trop d'indicateurs. Moi, j'ai des clients parfois qui m'envoient des graphiques bariolés, qui me disent « je comprends pas, ma méthode ne marche pas ». Quand il y a 8 indicateurs, qu'on a placé Fibonacci, les supports, les résistances, les lignes de tendance, en fait, on a tellement de signaux contradictoires qu'on ne peut pas prendre une décision éclairée. Voilà. Et ça, la dernière chose, ce serait la façon dont on gère son risque. Quelle perte on est prêt à admettre? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à admettre? Est-ce que je place mon stop plutôt en termes de ratio de 2:1 ou est-ce que je place mon stop par rapport à un niveau que j'ai identifié qui indiquerait vraiment un retournement de tendance par rapport à ma position dans le marché?
C'est quelque chose qu'il faut vraiment ajuster et parfois il peut être intéressant de se dire je vais fixer mon stop peut-être un petit peu plus important que ce que j'ai l'habitude de faire sur un niveau qui va vraiment marquer un retournement de tendance pour être sûr que je suive la tendance dans tout son long. Et aussi, adapter ses take profit en fonction de ça. Okay. Voilà. Donc, revoir un petit peu la gestion du stop et le money management. Ok, merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a été, je sais pas combien de temps on a pris, mais je pense qu'on a fait un bon podcast. Si jamais il y a des questions, encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que les équipes d'IG, même Alexandre, Maëva pourront regarder ces commentaires. Abonnez-vous évidemment à la chaîne YouTube UGK Trading. Abonnez-vous aussi à la chaîne d'IG. Vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez tester IG. Vous avez aussi un lien d'un compte démonstration, donc sans risque, pour découvrir du coup les différents produits. 17 000 valeurs. Si j'ai bien suivi. C'est ça, ouais. Appelez-nous, envoyez-nous des emails. On a une équipe et un service client, franchement, donc je suis hyper fière. On répond aux clients, même au départ, quand vous avez envie de vous lancer, que vous avez des questions, vous nous appelez 01 70 98 18 18 et on est vraiment là pour vous guider et vous aider à prendre en main les outils. Ok, parfait. Merci beaucoup. Allez, à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.